Bonsoir. Pourquoi pas une femme à la tête de la Côte d'Ivoire? C'est la question à laquelle nous essaierons de répondre dans cette émission. Pour la prochaine présidentielle, 2 femmes ont déjà officiellement déclaré leur candidature au milieu d'une forêt de candidatures masculines, dont ceux des grands partis. Le pari semble loin d'être gagné pour les représentantes de la gente féminine. Mais qui sait? On verra bien au cours, ou en tout cas au soir du 31 octobre 2020. Maître Françoise Kodi-Sofumu est l'une de ces femmes qui veulent briguer la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Elle est notre invitée ce soir et avec elle, il sera question de la place de la femme dans le jeu politique en Côte d'Ivoire et de son projet pour notre pays. Nous sommes mercredi, Maître Kodi aura tout le temps de nous parler de sa vision de la Côte d'Ivoire dans le canapé de l'After Talk en toute fin d'émission. Débat, analyse pertinente, décryptage de l'information, l'actualité comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Et un de mes moments préférés dans la journée, c'est celui où je retrouve mes amis, les meilleurs chroniqueurs autour de cette table. Oyez, oyez. Voici la The Team. Rihanna, ainsi, bonsoir. Bonsoir Brice, c'est gentil de commencer par moi. Bah oui, ça n'arrive pas souvent. Je ne sais pas pourquoi. Serge Kouachi, bonsoir. Je ne sais pas pourquoi j'aurais préféré la formule « les meilleurs chroniqueurs sont autour de cette table ». Bonsoir Brice. Pourquoi son? Je sais pas. Juste le son là? Oui, D'ailleurs, ça fait la différence. Ça fait la différence. D'accord, mais justement, il y a un proverbe à propos de... Pardon. Hier, vous n'avez pas terminé un proverbe. Ah, de ne jamais s'arrêter sur le selfie de la chenille. Oui. La suite, c'est quoi? Tout à l'heure. Tout à l'heure. D'accord. Edith Groubleutte en noir. Oui, toujours. Toujours en noir. Et notre Sophie Aïda est présente. Bonsoir Sophie. Bonsoir, oui. Ça va bien? Bien, toi? C'est bien, ça va. Vous n'avez pas préféré le son, vous? Non. Ça va, c'est très bien. Je crois que je vais commencer par vous la prochaine fois. Et Rihanna et Sophie sont en bleu. Rihanna et Sophie sont en bleu. Je crois qu'on fait des efforts pour pas que vous soyez en bleu. Exactement. Il y a une volonté manifeste. Il y a une touche de bleu, il y a une touche de bleu sur les cols. Très fine. Très fine. Justement, il ne faut pas trop en faire. Tu vois, quand on est déjà bleu, Il n'y a plus rien à prouver. il faut juste en mettre une petite touche. Il est, je pense, d'une humeur... Quand j'ai regardé le journal de Live TV tout à l'heure et j'ai vu beaucoup de bleu, ça m'a fait plaisir. Mes amis sont autour de cette table, pour décrypter l'information, l'analyser, la commenter. Et ça commence tout de suite avec le Live Actu. On commence avec une demande d'un passeport ordinaire pour Laurent Gbagbo auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles. Et ce n'est pas une demande ordinaire. Merci d'applaudir. Ah, il y a un jeu de mots. J'adore quand il y a des jeux de mots. En effet, après plusieurs demandes infructueuses d'établissement de passeports diplomatiques auprès du ministère des Affaires étrangères à Abidjan, Laurent Gbagbo s'est déplacé hier, mardi 28 juillet, à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Bruxelles pour introduire une demande de passeport ordinaire et un laissez-passer. Dans un communiqué de presse, son avocate, le maître Abiba Touré, a exprimé également le désir de son client de rentrer chez lui en Côte d'Ivoire après son acquittement prononcé le 15 janvier 2019 et aussi la levée des conditions restrictives annoncée le 28 mai 2020 par la Cour pénale internationale. Elle a dit, et je cite en substance, le président Laurent Gbagbo compte sur la bonne volonté des autorités ivoiriennes afin qu'il lui soit remis son passeport ou un laissez-passer pour lui permettre de retourner dans son pays, la Côte d'Ivoire. Elle a ajouté, en effet, à l'issue de son acquittement le 15 janvier 2019 et la levée des conditions, il est plus que temps pour le président Laurent Gbagbo de rentrer chez lui. Le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire revêt quand même un enjeu politique majeur. À 3 mois de l'élection présidentielle et son parti, le Front populaire ivoirien, le presse de se présenter au scrutin. Alors, passeport ordinaire, parce qu'il y avait une première demande de passeport qui avait été faite pour un passeport diplomatique. Diplomatique, et exactement. celui-là n'avait pas été... Pour l'instant, il n'a pas eu de réponse à cette demande, d'où l'introduction au niveau de l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Bruxelles pour une demande de passeport ordinaire. Et là, à propos de réponse pour cette demande-là, apparemment, elle est en train d'être... Elle est en cours, comme ça a été annoncé il y a quelques instants. En cours de traitement. De combien de temps dispose l'ambassade pour traiter cette question? En général, je pense qu'on a maximum une semaine. Pour l'étranger, c'est un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Donc, on espère que d'ici 1 à 2 semaines, son cas sera réglé.
positivement ou négativement, on verra bien. On en saura plus. On en saura plus. Quelqu'un dirait pourquoi maintenant? Le film, ce grand blockbuster dont je parle depuis un certain temps, en train d'avoir des dénouements assez Est-ce qu'on n'a intéressants. pas une petite stratégie là pour mettre un peu la pression? La pression sur qui? Ceux qui délivrent le passeport? Ah, Mais je pense qu'il a le droit de revenir chez lui. Ouais. En tout cas, si rien ne l'en empêche. D'accord, c'est bien noté. Bon, ben, on va poursuivre notre tour de l'actualité. Et cette fois, nous sommes du côté de la CEI avec des nouvelles de nouvelles. Aujourd'hui, j'ai un jeu de mots. Hein. Des nouvelles de nouvelles. Élections en perspective. j'avoue de ne pas avoir compris. Mais... Bon, je vous explique, monsieur Serge Kouachi, je vous explique. Oui, On cherche des nouvelles, parce qu'à la CEI, il y a de nouvelles perspectives. Des nouvelles élections en perspective. Ça va bien? Toujours pas compris. Des nouvelles, on prend des Non, vous ne nouvelles. fatiguez pas. Je pense De nouvelles, non mais vous faites. Je ne sais pas ce que je vais faire sur ce plateau. Je vais peut-être t'expliquer. Voilà, Sophie Aïda va vous expliquer. Voilà, donc alors le ministre d'État, ministre de la Défense et également le Premier ministre par intérim Ahmed Bakayoko donc, a échangé hier, le 28 juillet, avec un groupe d'ambassadeurs accrédités auprès de la Côte d'Ivoire autour de l'arrêt du 15 juillet dernier dont on avait discuté sur ce plateau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la commission électorale indépendante. Donc il a donné des explications sur les efforts et les actions qu'entreprend le gouvernement justement pour la mise en place d'une commission électorale ou une CEI consciensuelle et impartiale. Il a expliqué également que selon les dispositions de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 15 juillet dernier, il n'y a aucun déséquilibre dans la composition de la commission centrale de la CEI, mais il confirme que le gouvernement est d'accord pour la reprise d'élections au niveau de la CEI, des CEI locales. Donc il appelle quand même le PDCI à occuper sa place dans la commission électorale. Il dit, je cite, « L'ordonnance du 4 mars 2020 du président de la République offre une place supplémentaire à l'opposition, notamment le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, donc PDCI. Nous avons écrit à ce parti pour lui demander de désigner son représentant au sein de la commission centrale de la CEI. De même, la CEI a fait des diligences pour que le PDCI désigne ses représentants dans les commissions locales, ce qui devrait permettre la reprise des élections au niveau des commissions électorales locales. Donc, il a déclaré ça et le coordonnateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, donc Philippe Poinceau, a jugé que cet échange qui a eu lieu donc hier avec le corps diplomatique était constructif et qu'il a permis de mieux comprendre la position donc, du gouvernement ivoirien et de noter que l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ne remet pas en cause, en tout cas, la loi de la recomposition de la CEI. Pour jouer sur les mots, je crois qu'on est dans une réponse diplomatique. Exactement. Est-ce qu'on peut dire que la balle est finalement dans le camp du PDCI? Est-ce qu'on n'a pas envie de dire surtout que le PDCI a obtenu une petite victoire? J'ai plus envie de dire, plutôt que de dire qui a gagné, que c'est fair play. En tout cas, c'est un beau pas. C'est un très beau geste fait par le gouvernement en place, devant l'insistance justement du PDCI par rapport à ces révisions au niveau de la CEI. C'est déjà pas mal, ça fait avancer les choses. On a surtout du PDCI, faites vite. C'est ça, mais surtout, Faites vite, parce qu'on a 3 mois. Donc maintenant, on attend de voir si le PDCI va faire un geste. D'accord. Réunion ce jour du côté du RHDP, c'est la réunion de ce mercredi 29 juillet du Conseil politique. Serge, vous avez des idées? Pardon? Vous avez des idées? Sûr. Ouais, sur cette rencontre? Oui, bien sûr, pour l'instant non. Mais on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Tous les détails tout à l'heure. On retient juste qu'on nous a annoncé que pour l'instant, l'heure n'était pas à une réponse. Voilà, pour l'instant, on attendait, on a bien compris la sollicitation ou ce que les militants attendent du candidat. Il est en réflexion et il donnera sa réponse bientôt. J'avais trop envie de vous entendre dire ça. Quand le chef est là, naturellement. Avec vous, Rihanna, ici, on parle de sécurité. Une deuxième école de police et une première promotion pour cette deuxième école de police. Vous comprenez ça, Serge? Aujourd'hui, très franchement, je ne sais pas de quel pied je me suis levé, mais c'est difficile pour moi. Vous expliquer. Alors, la Côte d'Ivoire vient de voir naître sa deuxième école de police dans la ville de Korogo, au nord du pays. Donc, c'est le 24 juillet dernier que cette école a été inaugurée et baptisée École de police Amadou Gon Coulibaly. Donc, l'établissement est dirigé par l'ancien commandant de l'école de police d'Abidjan, qui était d'ailleurs la seule école de police sur tout le territoire national. Il est commissaire divisionnaire. Albert Kouakou Touré. Alors, l'établissement partage provisoirement le site du groupement mobile d'intervention,
le temps de voir se mettre à jour et se faire construire ses propres bâtiments sur un site quand même de 15 hectares dans le village de Kapele, toujours au sein de Korogo. Alors le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagando Diomandé, rappelle encore que la construction de deux écoles de police était prévue à Korogo et Daloa, selon la programmation militaire pour la période 2016 et 2020. Pourquoi il précise? Parce que des langues, après vous jugez de quelle nature elles sont, bonnes ou moins bonnes, disait, est-ce que c'est pas... Ça vient d'où en fait? Mais c'était déjà prévu, qu'elle s'appelle C'était déjà prévu, c'était dans le, oui, c'était dans le programme, dans la programmation militaire justement, comme je le disais, de 2016 à 2020. Ça n'avait aucun rapport avec les événements qui s'étaient déroulés dans le nord de la Côte d'Ivoire? Non, pas du tout, mais c'est tout de même un renforcement au niveau des forces de défense ivoiriennes. On a en ce moment, pour la première promotion, quand même 1400 pensionnaires pour la rentrée de 2020 à 2022. Des élèves policiers? Des élèves policiers. Ah, pour le coup, c'est vous qui faites la mauvaise langue. D'accord. Okay. Je vous laisse terminer. Donc voilà, c'était tout. C'était l'information. D'accord, donc on retient deuxième école de police dans le nord de la Côte d'Ivoire et la première promotion faisait donc sa rentrée. C'est ça. D'accord, on en a deux maintenant. On en a deux. Ok. On attend la troisième à Daloa. C'est tout pour l'actualité du jour. On enchaîne avec notre micro-trottoir. Nous sommes en VAR en commentaire ce soir. Bientôt la présidentielle en Côte d'Ivoire et plusieurs femmes sont en lice pour briguer la magistrature suprême. Qu'en pense l'homme de la rue à Abidjan? Une femme peut-elle remporter les futures élections? C'est la question de notre micro-trottoir. On suit. Je pense que vraiment, une femme en 2020 pourrait être présidente de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a le président Ado, il y a le président Bidier, c'est vrai, il y a des dinosaures. Mais oui, il y a des femmes aussi qui sont compétentes, qui sont là. Je ne vais pas peut-être dire le nom des femmes, mais il y en a plein. Présidents de coopératives, présidents d'institutions, des fondatrices d'écoles, plein de dirigeants qui sont là, capables. D'autres sont dans des organisations internationales comme l'ONU. Il y a des femmes ivoiriennes qui sont là. Une femme, président de Côte d'Ivoire. Peut-être qu'elle avait fait autre chose. Garçon n'a rien fait, femme aussi n'a rien fait. Elle n'a rien fait quoi? Rien. Elle ne peut pas apporter quelque chose. Elle a qu'à rester à la maison. C'est mieux. Elle a qu'à se battre pour son homme. Oui, j'imagine une femme présidente en Côte d'Ivoire en 2020. Dieu lui-même a fait confiance à l'homme. Il a vu que l'homme ne peut pas rester seul dans le jardin pour cultiver. Alors il lui fait une aide. Donc la femme aussi peut aussi s'occuper aussi des affaires que l'homme aussi fait. Une femme qui est bien vertueuse dans le foyer, qu'est-ce qu'elle va faire? Même les revenus que son mari va la donner, elle va garder ça. Le jour où ça ne va pas chez son mari, tu vois, c'est elle qui est le moteur. Donc la femme est le moteur pour la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est pas le pays. Non, Côte d'Ivoire. Femme va venir gérer Côte d'Ivoire là. Elle va gérer ça comment? La Côte d'Ivoire là, c'est devenu pour les garçons. C'est les garçons qui ont géré Côte d'Ivoire jusqu'en de génération en génération. Si elle veut là, on a qu'à être les ministres, hein, elle veut être députés, mais dans les moments qu'on a là, nous on peut les soutenir en esprit. Voilà. Mais pour dire non, elles vont venir s'asseoir pour dire qu'elles vont gérer le pays, non, c'est pas bon. Ah, la morale même là, ils gèrent même là, souvent c'est un peu bizarre. Sinon sa femme va venir. Mais quand les moments vont commencer, là va gagner temps. Souvent on voit un peu même dans les foyers même. Quand c'est bizarre d'une manière là, pour faire gagner temps. C'est toi le Mongol, tu assumes, tu gères. Quand c'est bon maintenant là, et puis ça revient encore à la maison. Oui, j'imagine une femme présidente en Côte d'Ivoire, 2020. Parce que la femme en général est une femme qui a beaucoup de potentialité. La femme, partout où elle va, elle porte la joie. Elle donne en tout cas une assurance. En général, les avis sont partagés, ils sont toujours partagés, hein, dans le micro-trottoir d'ailleurs. C'est ça qui fait la beauté de l'exercice. Par contre, ce qui a retenu, en tout cas personnellement, mon attention, c'est une femme qui elle-même dit, elle s'oppose à la candidature d'une femme. On dit souvent qu'entre nous femmes, on manque de solidarité. Est-ce qu'il faut être solidaire pour être solidaire? Non, c'est vrai qu'il ne faut pas être juste quand tu es une femme, même si elle fait voter. Mais... Et ça, on a vu ça aussi. Hein. Non. Déjà, on souffre de discrimination. Oh là. Oui, non, je suis obligée de le dire. Les discriminations et les stéréotypes ont la peau dure dans notre pays et en Afrique en général sur la condition des femmes. Oui, dans le monde, sur la condition des femmes, leur accessibilité à des postes de responsabilité et même au sein de la cellule familiale. Donc, ça ne m'étonne pas d'entendre ce genre de commentaires. On est conditionné dès la naissance à être dans des cases, à être dans des rôles qui sont prédéfinis pour nous. Comme on l'a dit la dernière fois lors d'un autre débat, en général, si vous remarquez bien, dans la nomination des ministres, on va
particulièrement mettre les femmes à des postes comme la femme, la famille, ou bien la communication, ou bien la solidarité, ce genre de choses en fait. Donc c'est déjà prédéfini en fait, on souffre de ces stéréotypes. Et ça ne m'étonne pas d'entendre ce genre de commentaires. C'est vrai que c'est tout de même aberrant de voir une femme le dire, parce que même si elle le pense, est-ce que c'est bien de le dire comme ça? Je pense qu'il faudrait elle a le mérite d'être honnête, elle a le mérite de dire ce qu'elle pense. Il faudrait encourager justement les initiatives dans ce sens, parce que si on veut garder... Ça montre un peu l'état d'esprit Justement, en fait, le souci, c'est ça, c'est ce qu'elle a toujours connu, c'est ce qu'elle a toujours entendu. Donc pour elle, c'est même pas logique de penser à une femme... Et ça montre que quand même, il y a un travail de sensibilisation à faire de ce côté-là, pour montrer que les femmes ont aussi cette capacité de briguer à ce genre de responsabilité. Oui, on ne peut pas lui en vouloir. On est dans un système patriarcal où ce sont les hommes qui nomment, ce sont les hommes en général qui décident. Même au niveau de la répartition à l'Assemblée nationale, on voit le pourcentage de femmes qui... Angela Merkel, elle est là depuis 14 ans, mais c'est une femme de fer. Bon. On est obligé d'employer le mot femme de fer pour montrer qu'elle a du pouvoir, alors que ça devrait être juste une femme qui gère bien un État. C'est ça. Pourquoi cette tête? C'est dépassé? Non, franchement, je pense que sur ce plateau, je dis très bien, bien compris. Mais je serai à la maison comme je l'ai dit. Bon, c'est bien compris. Oui. La réalité, je pense que il faut plus de femmes. C'est ce qu'on disait la dernière fois lors d'un autre plateau. Il faut plus de femmes qui osent. Et aujourd'hui, on a 3 femmes, déjà qui sont officiellement candidates en liste. On aura certainement une 3e. Plus il y aura de femmes, plus il y aura d'exemples. Et c'est aux femmes de se présenter maintenant. C'est ça, d'aller, de s'imposer, de ne pas avoir peur et de prendre ce qui leur appartient. Il faut encourager cette initiative parce que tu dis plus de femmes, mais les femmes qui ont osé jusque-là n'ont pas eu de résultats. Elles ont eu moins de 1% de suffrage au dernier scrutin. Qu'elles n'aient pas eu de résultats. Est-ce que c'est parce qu'elles sont femmes qu'elles n'ont pas eu de résultats, ou c'est peut-être parce que ce qu'elles proposaient n'a pas convaincu? Il y a peut-être un peu des deux. Il y a peut-être un peu des deux. Aujourd'hui, il faut éduquer les mentalités. Pour éduquer les mentalités, il faut que les gens puissent voir plus de femmes. Il faut qu'ils puissent. Aujourd'hui, on consacre un plateau à une femme qui est candidate. C'est déjà une très bonne chose. Les gens qui sont à la maison, cette dame-là qui a répondu au micro-trottoir, peut-être va se positionner, va regarder sa télé et puis va apprendre des choses. Va se dire à la fin. Mais oui. En fait, on va dire que la balle est dans le camp des femmes et des femmes qui ont du leadership et qui veulent pouvoir également proposer peut-être quelque chose de mieux à ce pays. Très franchement, 5 femmes en 10 ans. C'est pas beaucoup. Et sur ces 5-là, moi, j'ai quand même de mauvais souvenirs. Pensez-vous, les amis, je reviens là-dessus, qu'on va assister à une remontada de la zone féminine pour ces échéances à venir? Remontada, peut-être pas, parce qu'il faut peut-être déjà avoir gagné une fois, pour avoir perdu après et ensuite revenir. Donc on va dire peut-être une naissance d'une certaine classe politique féminine. En tout cas, on espère bien. Il y avait des femmes, donc, concernant l'historique, en 2010, comme candidate, nous avions... Jacqueline Hobb. Déjà. En 2015, Henriette Lagou, Jacqueline Claire Kwanga. Voilà, c'était assez complexe à prononcer. Oui. Et puis en 2020, 2 candidates déclarées pour l'instant, Marie-Karine Blady, je suis sur ce plateau, et notre invité ce soir, Maître François Kodi-Sofomo. Je pense qu'on est déjà dans une sorte de constance et de fréquence maintenant qui est de plus en plus respectée. En 2010, on avait une seule femme. En 2015, on en a eu 2. Cette année, on en a encore 2. Peut-être qu'on va avoir une surprise avant l'échéance au niveau des dépôts des candidatures au niveau de la CI, mais ça a le mérite de nous permettre de pouvoir dire qu'on coche des cases en fait au final. Donc à chaque élection présidentielle, peut-être qu'on va avoir ce nombre, ces candidatures féminines augmenter, progresser, et ça peut peut-être inciter d'autres femmes à vouloir faire la même chose. Pour l'instant, nous sommes au stade où c'est toujours une surprise de dire « Ah, il y a une femme ». Je crois qu'on a évolué pour arriver à ce que Edith rêve de voir, que ce soit naturel, désormais de voir plusieurs femmes dans des élections pour ne plus que ce soit un événement. Oui, on aimerait bien que ce soit naturel et surtout que ces femmes-là, une fois qu'elles décident de se présenter, aient un parcours politique tout tracé et inspirant.
qui ferait qu'elles aient, pourquoi pas, de meilleurs résultats, justement cette crédibilité qui amènerait à avoir de meilleurs résultats au niveau des élections, parce que jusqu'ici, bon, allez, c'est clair que 0,27 quand même, c'est pas mal. Hein. Je veux dire, dans une élection présidentielle, quand vous êtes la première femme à vous présenter en 2010, Jacqueline Hoble, en 2015, Henriette Lagou, adjoint, a eu le plus de scores avec 0,89% des suffrages exprimés, ce qui fait 12 398 voix quand même, c'est pas mal. Jacqueline Claire Kangwa nous avait obtenu 0,40% du suffrage exprimé, donc c'est toujours entre 0, 0. On aimerait bien avoir déjà un parti politique fort, dirigé par une femme, ce qui est quand même assez rare, puisqu'on remarque que selon l'histoire, ils sont très souvent affiliés aux grands partis politiques, donc du coup, il n'y a pas forcément beaucoup d'indépendance. Donc ça, moi, je suis bien curieux de pouvoir voir venir ça, en tout cas un parti politique très fort avec à la tête une femme. J'aime bien voilà. D'où justement, moi, la place de ces hommes dans ces partis politiques forts, justement, qui sont déjà présents, comment est-ce qu'eux, ils tirent ces femmes-là pour les mettre dans ce type de positionnement? Tout à l'heure, Serge a dit affiliés, donc il aimerait bien les voir à la tête, mais pour l'instant, ils ne sont juste qu'affiliés. J'ai même envie de dire qu'on a pour l'instant que les hommes, entre les hommes déjà même... L'expérience est peut-être en train de se construire maintenant pour les femmes, justement, qui vont apprendre aussi ce qui se passe de façon pratique dans ces partis politiques-là, les réalités du terrain. Mais ce qui est positif, c'est que oui, on peut parler d'un certain réveil, dans la mesure où il y a déjà des femmes qui osent, il y a déjà des femmes qui se disent « on peut le faire », ou du moins, on peut essayer de le faire. Et si elles ont vraiment les compétences pour le faire, je pense que je suis positive sur le fait qu'un jour, on pourra avoir une femme à la tête de la Côte d'Ivoire. Un jour... Oui, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que la Côte d'Ivoire, depuis 2010, a fait énormément d'efforts. Le gouvernement ivoirien a fait énormément d'efforts avec les ONG, les organisations de la société civile, pour qu'au niveau des lois, il y ait de plus en plus qui favorisent le genre et la promotion du genre. On a eu de nombreux acquis au niveau de la parité homme-femme en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne le travail. Et c'est vraiment étonnant de voir que malgré tout ça, on n'en soit encore qu'à 2 candidatures pour cette année électorale, alors que la plupart de ces femmes sont en général, on a beaucoup de femmes qui sont des femmes leaders, des femmes entrepreneurs, qui au quotidien font des publications où elles motivent d'autres femmes, où elles sont à des postes de responsabilité, où elles vont à des conférences à l'extérieur pour montrer que les femmes africaines sont fortes. Mais au final, quand il s'agit de s'intéresser à la vie de leur nation, à la vie du pays, finalement, on a l'impression qu'elles traînent les pas. Je pense pas que ce soit volontaire. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de s'impliquer, mais il y a des barrières. Il y a des barrières. Non, mais justement, ces barrières-là, pour en parler, il faut peut-être aller jusqu'à la source. Nous sommes dans un pays où, il ne faut pas le cacher, hein, les petites filles ne sont pas encore toutes à l'école, en vrai, en tout cas. Donc il faut peut-être miser sur l'éducation de la fille, de la petite fille, de la femme en général, parce qu'on constate encore que dans certaines contrées de ce pays-là, on se contente de mettre l'enfant à l'école peut-être sous la pression des municipalités ou du voisinage jusqu'à un certain âge et une certaine classe, et après on lui dit bon écoute, de toute façon tu vas avoir un mari, tu vas t'occuper de ta famille, tu vas faire des enfants. Donc ça déjà à ce niveau-là, il faut peut-être qu'on maximise au niveau des gouvernements en place sur l'éducation de la fille, de la petite fille, parce qu'une femme formée, intellectuelle et instruite, c'est forcément une femme qui a envie de prendre ses responsabilités en ce qui concerne la direction des affaires qui la concernent, donc notamment briguer la présidentielle. Non, parce que la question que j'allais poser à la suite de ce que Serge disait, c'était elle est bien formée, elle est bien éduquée, mais est-ce qu'elle a envie de faire de la politique? Il faut déjà qu'elle sache ce que c'est que la politique. Et ça, ce n'est qu'à l'école qu'elle va apprendre à faire ça. Qu'elle voit des exemples. Moi, je parle toujours des exemples. Mais là, je veux parler de la responsabilité. Tu parlais de prise de responsabilité. Moi, je parle de la responsabilité de ces hommes-là. Ces hommes qui sont déjà en place. On est dans une société patriarcale, comme tu as dit. Qu'est-ce qu'eux, ils font? Par exemple, au Ghana, la prochaine élection présidentielle aura lieu le 7 décembre. L'ancien président John Mahama, qui se représente cette année, a décidé de prendre à ses côtés une femme. Qui sera elle, Premier ministre, vice-présidente s'il est élu. Donc c'est des engagements comme ça, c'est des initiatives comme ça qu'il faut prendre pour pouvoir avoir des femmes à la tête, des différents États, pour encourager justement ces jeunes femmes-là à se voir représentées à la télé. Et pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, ce qu'il vient de faire, en fait, c'est ce que devraient faire la plupart des hommes politiques dans leur parti, surtout les partis forts, prendre ces femmes par la main, parce que
peut-être qu'elle manque de confiance en elle, elle préfère se mettre en retrait, parce qu'en général, nous, les femmes, on le fait naturellement, on se met toujours en retrait alors qu'on a du potentiel, les prendre par la main et leur dire, OK, c'est vous qu'on met en avant, c'est vous qu'on veut voir en avant par rapport à notre engagement politique. Je suis vraiment pas d'accord, parce que nous sommes dans une compétition, nous sommes dans une société de compétition. À un moment, vous revendiquez... Serge Alissi, oui, à un moment, les femmes revendiquent le fait de pouvoir faire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez que les hommes vous tiennent par la main? Mais non, en fait, on parle de tenir par la main. Moi, je vous dis, il faut aujourd'hui, peut-être la responsabilité, elle est au niveau des hommes. Pourquoi? Peut-être parce qu'on est des chefs de famille, on est dans une société patriarcale et qu'elle est peut-être même au niveau du gouvernement aujourd'hui, parce qu'il faut miser, en tout cas, moi je reste sur ce point, sur l'éducation de la petite fille. Une petite fille bien instruite va savoir qu'elle a sa place dans cette société de compétition et qu'elle n'aura même pas besoin de prendre la main de quelqu'un pour... Oui, mais en fait, il ne faut pas qu'on lui laisse la place juste parce que c'est une femme. Bien sûr, parce qu'après, vous serez les premiers à vous en plaindre. C'est pas ce qu'on dit, mais en même temps, quand on demande à ces futurs candidats quel est le programme qu'ils ont pour les jeunes, c'est la même chose qu'on peut dire pour les femmes. Qu'est-ce qu'ils font pour les femmes? Qu'est-ce qu'ils font pour la femme dans le pays? C'est la même chose. Pour moi, ils doivent prendre les jeunes par la main pour eux, les impliquer en politique, les impliquer dans la société, mais la même chose pour les femmes, parce qu'il y a trop comment dire, il n'y a pas assez de parité. Mon point est très simple. Il y a des hommes, il y a des femmes. Très simple. Ce n'est pas forcément une barrière, parce qu'on voit bien qu'en ce moment, il y a 2 candidates. Oui, donc, il y a 2 qui ont essayé. Mais que 2. Enfin, et elles sont, pourquoi Edith et Sophie disent qu'il faut qu'on les prenne par la main pour les emmener? Non, il y a un truc qui est très simple. Si on veut mettre les femmes et les hommes sur le même pied d'égalité en termes de compétences, on ne prend pas les hommes par la main. Donc pourquoi on prendrait les femmes par la main? Mais les hommes sont quand même une leader. C'est eux qui prennent toute la place pour l'instant. Il faut qu'ils laissent la place. Il y a une notion à prendre en compte. Si vous remarquez, les 2 candidates à l'élection présidentielle d'octobre 2020 ont créé leur parti. Elles ne sont pas issues de partis forts. C'est un signal important, c'est un signal alarmant. On n'a pas des candidates qui viennent de partis forts parce que... Pourtant, il y en a. Est-ce qu'on pense que c'est parce qu'elles sont femmes? Est-ce qu'on pense que c'est parce qu'elles sont femmes quand on sait qu'il y a même des candidats hommes qui n'ont pas de place dans leur parti? Oui, non, mais donc elles ont beaucoup de barrières déjà à franchir avant d'y arriver. Mais c'est pas parce qu'elles sont femmes. Moi, j'entends comme une certaine contradiction, surtout dans les propos d'Edith, parce que on devrait aujourd'hui, vous devriez vous réjouir du fait que ces femmes-là aient créé leur parti aujourd'hui. Nous sommes dans une logique évolutive, d'accord? En 10 ans, on a eu 5 femmes qui ont été candidates, en tout cas pour l'instant. Alors, si les 2 dernières candidates pour 2020 viennent d'un parti qu'elles ont créé, d'ici 10 ans, peut-être que ces partis-là deviendront les partis forts du moment. Parce que la politique, de toute façon, ça ne se fait pas en un jour. En tout cas, on ne se crée pas un parcours politique en un jour. Donc vous devriez plutôt être content, plutôt que de demander aujourd'hui à ce que dans les partis déjà existants et qui sont forts, on ait des hommes qui prennent des femmes par la main. Moi, je ne suis pas pour cette faveur qu'on devrait faire. Quand on dit prendre par la main, c'est simplement pour dire que dans ces partis-là, il y a certainement des femmes qui sont capables. Mais pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas la place qu'elles doivent avoir? Peut-être qu'elles n'ont pas demandé à l'avoir. How? On le saura sinon. Tu n'es pas dans les rouages de ses parents. Mais on le saurait sinon. C'est une question de compétence. C'est une question de compétence et de combat politique. Il y en a qui sont compétents. Mais il y en a qui sont compétents. Quand vous faites le choix de faire une carrière politique, vous faites le choix d'aller au combat. Donc, vous êtes dans un parti, si vous pensez que vous devez briller la magistrature suprême, à un moment, ça va s'entendre. Pour l'instant, même si on n'est pas dans les rouages des partis politiques, je ne l'ai pas encore entendu. Tu sais que le droit de vote pour les femmes, on l'a obtenu il y a seulement quelques décennies. Et on voit déjà comment ça se passe pour les hommes qui le... S'il vous plaît, allez-y, je sais que c'est très passionné. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Maître Kodi Sofoumou, Yasmina Onye, Maria Toukone, est-ce qu'elle représente, Marie-Karine Bladi, est-ce qu'elle représente aujourd'hui une nouvelle génération de femmes en politique? De l'espoir. Moi, je considère qu'elle donne de l'espoir. Elles ont d'ouvrir la voie. C'est à applaudir et à soutenir. Et voilà, c'est un réveil et c'est la continuité de ce qui est en train de se faire depuis 2010. Et voilà, c'est la naissance. Et je tiens à préciser, en tout cas, de ce que j'ai vu, personne ne leur a pris la main. Elle a été la première femme à annoncer officiellement sa candidature pour la prochaine présidentielle. Depuis son village natal à Adzopé, experte, consultante en démocratie, droits humains, genre et développement et justice traditionnelle. Présidente fondatrice de l'Association institutionnelle pour la démocratie en Afrique, fondatrice des associations syndicales des avocats de Côte d'Ivoire, cofondatrice de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, Madame Françoise Kodis Ofoumou est l'invitée du talk. Bonsoir Madame. Bonsoir Maître. Merci d'être avec nous ce soir et d'accepter l'invitation de cette émission. Vous êtes experte en genre, Madame. Comment expliquez-vous, on en parlait tout à l'heure, la faible représentativité des femmes sur l'échiquier politique de notre pays?
Merci. Merci. C'est déjà la première fois que je viens sur votre plateau et je voudrais vous dire encore merci pour l'invitation. S'agissant de votre question, je pourrais dire que la faible représentativité des femmes au niveau de la sphère politique dépend, j'allais dire, des préjugés, des pesanteurs sociaux, culturels. Et puis un peu aussi de l'attitude de la femme qui n'ose pas s'aventurer dans la sphère politique. Initialement, les femmes ont toujours dit que, bon, je laisse la politique à mon mari, c'est une affaire d'homme. Et moi, je préfère m'occuper des questions de la maison. D'aucuns osent même les appeler ministres de l'Intérieur, c'est-à-dire de la maison. Mais jamais elles n'osent aller en public. C'est un peu ce qui reprend traditionnellement ce que disent nos anciens. La femme est l'oreiller du mari. C'est-à-dire que même si la femme a des idées nobles, des préoccupations à faire valoir, il faudrait que ce soit à la maison et sur l'oreiller qu'elle confie cela à son mari. Il paraît que c'est de là que ça vient le fameux la nuit porte conseil. Voilà. Qu'elle parle sur l'oreiller. Quelle solution vous préconisez pour pouvoir arriver à une sorte de parité finalement dans l'écosystème politique? Là, il s'agit simplement d'une volonté politique. D'une volonté politique parce que les structures patriarcales peuvent être, j'allais dire, combattues. Combattues en ce sens qu'il suffit d'adopter le genre. Le genre est différent de la différence des sexes. Sur le plan biologique, on se dit que la femme ou l'homme, le sexe ne change pas. Ça ne varie nullement, en toutes circonstances. Ce qui est différent du genre. Et le genre, c'est un peu un concept qui permet d'articuler les caractéristiques d'un groupe d'êtres humains, soit des hommes et des femmes, ou des jeunes et des anciens, des plus vieux, ou des pauvres et des riches. Et c'est quelque chose qui est social. Donc ce concept peut varier en fonction de l'environnement, en fonction de l'évolution de la société. En ce sens que hier, on se torchait, on prenait des lampes tempêtes. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'électricité. D'accord. On va essayer de coller à l'actualité. Qu'est-ce que vous pensez de la candidature pour un 3e mandat du président Alassane Ouattara? La candidature du président Alassane Ouattara, ce n'est pas vraiment l'individu qu'il faut voir. C'est les principes constitutionnels qu'il faut voir. Et ce principe constitutionnel, qui est prévu dans la Constitution, je veux dire, date de longtemps. La limitation des mandats. La limitation des mandats est prévue depuis belle lurette dans la Constitution, après l'avènement du président Houphouët-Boigny et tout ça. En 2000, quand les constitutions étaient refaites, on a dit que les mandats étaient limités à 2. Et quand vous faites un mandat, et puis par la suite, vous avez fait un second mandat, en principe, le 3e mandat n'est plus possible sur le plan constitutionnel. Et si vous prenez les termes même de la Constitution, à savoir les dispositions, il faut penser au principe de la continuité de l'État. De sorte que tant qu'il n'y a pas
une abrogation de ces dispositions, ben, on ne peut pas revenir sur ces dispositions-là. Pour résumer, M. Koyis, au fond, vous êtes avocate, hein, donc vous estimez aujourd'hui que cette candidature-là n'est pas normale. Pas normale. Elle n'est pas légale. Elle n'est pas légale. Elle n'est pas légale. Voilà. Ok. Maintenant, bon, les hommes politiques ont ce qu'ils pensent aussi. Rayana, c'est une question Ça, pour vous. Pour revenir à la Voilà. question de la femme, puisque c'était le thème de notre débat, quelque chose m'intrigue. On parlait tout à l'heure de barrières au niveau des femmes qui pouvaient oser. Vous êtes une femme, vous avez osé vous présenter, vous êtes candidate. Avez-vous eu ces barrières-là, justement? Si oui, lesquelles? Des barrières, je pense que personnellement, j'en ai pas eu. Donc c'est vraiment pour la Parce cause que des femmes qui osent. Oui, il faut oser. Il faut oser et il ne faut pas... Je veux dire que beaucoup de gens ont de l'ambition, d'accord? Mais il faut avoir une vision. Une vision pour son pays. Allez-y, terminez. Je disais que beaucoup de femmes ont de l'ambition, d'accord? Mais il faut avoir une vision. Une vision, je veux dire par là que avant de présenter par exemple une candidature, il faut se rassurer qu'on a établi un projet de société et qu'on a prévu certains piliers, certains principes, certaines valeurs au sein de cette société. Et qu'est-ce qu'on veut faire pour changer ce qu'il y a lieu de changer dans le pays. Je veux savoir, maître, pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer votre parti et pourquoi vous n'êtes pas simplement allié à un parti ou les partis en place? Mais je suis d'un parti politique. Oui. Je suis du PDCI, pour être plus clair. Je suis même membre du bureau politique. En son temps, j'ai travaillé au sein du secrétariat permanent de ce parti. Mais ma candidature, elle est indépendante. Mais pourquoi est-ce que le PDCI ne vous a pas justement poussé? Mais moi, je n'ai pas voulu m'intégrer dans un système d'idéologie, parce que chaque parti politique a ses idéologies. Et je me suis dit que, compte tenu de ce que vous aviez évoqué tout à l'heure, ces pesanteurs socioculturelles, ces préjugés, il y avait quelqu'un qui disait, quand j'étais dans votre salle d'attente, j'écoutais un monsieur dire, mais les femmes feraient mieux de chercher à être ministres ou bien à autre chose, on pourrait les soutenir, mais jamais il faut confier le pays à une femme. Bon, je vais demander aux gens d'arrêter de parler dans les couloirs. Parce que ce que vous dites dans les couloirs, les invités les entendent. J'ai appris cela, ça m'a fait sourire. Je me suis dit que quand on prend les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on sait que les articles 10 et 11 disent que chaque être humain peut participer à la gestion des affaires publiques de son pays. On va revenir à l'actualité, Maître Koyis Ofoumou, et on va un petit peu parler de la gestion de la crise. Comment vous l'appréciez, cette gestion de la crise sanitaire Covid par les autorités? Ben, je pense que tout le monde est partant pour respecter les mesures barrières. Il faut absolument respecter... Il n'y a pas de mai qui va suivre? Tout le monde est partant, mais... Non, je n'ai pas de mai a priori. Il faut suivre les mesures barrières parce que le phénomène existe. Je veux dire, la maladie existe réellement. Et c'est ce petit virus qui a transformé toutes nos réalités. Ce petit virus qui a fait que tous les programmes qui ont été établis, toutes les activités qui devaient être menées ont été freinées simplement parce qu'il faut limiter le nombre de participants à toutes les instances, je veux dire, à toutes les organisations, toutes les manifestations. Mais qu'est-ce que vous pensez justement des rassemblements qui ont eu lieu ces derniers jours dans le pays? Notamment ceux qui appelaient l'actuel président à briguer un troisième mandat. Voilà. Et est-ce que vous, à partir du moment où vous allez rentrer vraiment véritablement en campagne, malgré ces restrictions, qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez pouvoir rassembler justement ou parler à cette population? Ben, je me dis que si c'est pour le président, qui est l'autorité suprême au pouvoir, que ces rassemblements ont eu lieu, ben, je n'aurai pas de peine pour faire la même chose quand je serai en campagne. Oui. Vous feriez la même chose? Je ferai la même chose. Pas de peine. D'accord.
Ça, c'est clair. En 2019, Maître, vous dénonciez l'inadéquation entre l'emploi et la formation. C'est exact. Exactement. Ainsi que le manque de centres de coordination pour tous les services du secteur de l'éducation nationale. C'est vrai. Le point de vue, il a changé? Non, ça n'a pas changé. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Et je vais jusqu'à dire que je suis pour les internats, par exemple. Parce qu'avec les internats, on a le garçon du Nord qui côtoie celui du centre et du sud, de l'Est et de l'Ouest, qui se retrouvent dans le même dortoir, dans le même réfectoire, de sorte que les adversités s'amoindrissent. Et cette histoire d'adéquation, d'inadéquation emploi-formation, ben je pense à des filières spécialisées qui puissent permettre l'engagement de ces jeunes qui sortent de l'université. Parce que ça me fait mal au cœur, par exemple, de voir des médecins formés et qui se retrouvent sur les carreaux. Et dites-vous? J'ai une question sur le parrainage citoyen qui fait partie des conditions à remplir pour pouvoir avoir sa candidature validée pour l'élection présidentielle. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous pensez que vous serez capable de réunir les 1% de parrainage dans chacune des 50% des régions, comme précisé? Absolument. Parce qu'on ne vous a pas beaucoup vu sur le terrain aussi. C'est exact. Au cours des années écoulées. Est-ce que vous êtes prête? Absolument. Je suis absolument prête pour réunir ces 1% sur une vingtaine de régions. Vous avez des bureaux, des bases dans chaque région? Quels moyens allez-vous déployer pour cela? Les moyens. Parce que c'est tout nouveau. Les moyens humains surtout. D'accord. Les moyens humains. Les ressources humaines, je veux dire que la démocratie, en fait, se retrouve dans les hommes. Ce n'est pas forcément dans les institutions. Il est bien vrai. Le président Obama disait qu'on a besoin d'institutions fortes et non des hommes forts. Il a raison. Mais moi, j'ajoute que la démocratie s'exerce surtout dans les hommes. Parce que c'est ce manque de culture démocratique qui fait qu'il y a des dérives et qu'on en aboutit à des crises. Nous avons besoin de renforcer notre culture de l'alternance, renforcer la culture même de la démocratie et la culture civique. Parce que ce manque de, j'allais dire, de formation, bon, on peut être formé et puis ne pas appliquer ce qu'il y a lieu d'appliquer. Donc, je me dis quelque part qu'on a besoin de la culture. C'est-à-dire qu'il faut que la culture s'enracine en chacun de nous. D'accord. On revient à l'actualité, Maître. Justement, parlons d'actualité, je ne vais pas tout couper, mais qu'est-ce que vous pensez de la volonté de Laurent Gbagbo de justement revenir au pays et toutes les tracasseries qu'il encourt en ce moment pour obtenir un passeport? Ben, je pense que c'est une bonne chose qu'il décide de venir au pays. Procédure longue. En cours. En cours. C'est une bonne chose qu'il décide de revenir au pays, dans la mesure où la Cour l'a acquitté en quelque sorte. Donc si la personne a acquitté, je pense que le meilleur endroit pour cette personne, c'est de se retrouver dans son pays. Ce serait une bonne chose. En février 2019, vous avez appelé à la formation d'une CEI technique, je mets entre griffes, au lieu que les membres soient désignés par les partis politiques. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails sur cette CEI technique que vous appelez de tous vos voeux? Merci. Oui, j'ai appelé à une CEI technique et non seulement politique. Parce que, comme je le disais tantôt, les CEI, chacun est responsable de son parti. On a vu un peu le dénouement de la crise qui a eu lieu en son temps. Chacun prêche pour sa paroisse. Si vous êtes d'un parti politique, mais votre intérêt, c'est que votre candidat
puisse passer par tous les moyens. Alors que si c'est une CEI qui est uniquement technique, il est évident que l'objectivité sera respectée, sera observée. Et c'est pourquoi je voulais une bonne dose des membres de la société civile au sein de la CEI, au sein des commissions locales. Parce que si les commissions locales ne comportent que des militants de partis politiques, je suis persuadée que... Est-ce qu'on peut être totalement impartial, même en étant de la société civile? Oh, pas forcément, parce qu'il y a des membres, des gens qui se réclament de la société civile et qui pourtant sont des caisses de résonance des partis politiques. Maître Ofoumou, il y a aussi dans l'actualité, hein, on l'a vu, le Premier ministre par intérim qui annonçait, Sophie Aïda en parlait, qu'au niveau des CEI locales, il y aurait des élections. Est-ce que ça arrive à vous satisfaire un tout petit peu? Vous avez l'impression que les lignes sont en train de bouger? Je pense. On attend de voir les résultats de cette élection. Oui, voilà. On n'a pas encore les résultats de ces élections, mais le principe même... Oui, c'est une bonne volonté de faire en sorte qu'au sein des CEI, il y ait un équilibre. Oui. Un équilibre entre les membres, les tendances des membres. Parce que ça ne sert à rien d'avoir... un organe qui s'occupe des élections et qui est partial. Maître, tout à l'heure, vous avez parlé de crise, justement. Alors, le trio de 2010, Bédié, Gbagbo, Ouattara, est en passe de se reformer à nouveau pour la course au fauteuil présidentiel d'octobre 2020. Comment, selon vous, peut-on œuvrer pour éviter la situation d'après les votes de 2010 ? Pour éviter que la crise perdure, mais parce qu'il y aura d'autres candidats. Il y aura d'autres candidats. Et comme moi, je suis candidate aussi, je suis formellement candidate, je pense que je pourrais apporter la dose féminine nécessaire en ma qualité d'ancienne commissaire centrale des commissions vérité. Je me dis quelque part que si d'aventure, avec l'aide de Dieu, c'est moi qui suis portée à la tête de ce pays, je suis persuadée qu'ils finiront par s'entendre. Maître, j'ai une dernière question. C'est-à-dire que lorsque, on vous le souhaite, lorsque vous serez président de la République, votre gouvernement respectera cette parité que vous défendez régulièrement avec un minimum de 50% de femmes au gouvernement? Absolument. Absolument, on aura la parité. Il y aura les femmes, les hommes. Il y aura les jeunes surtout, parce que ce sont les jeunes qui vont assurer la relève. La nouvelle génération. Et la nouvelle génération, et ce sont ces jeunes qu'il faut former à la gestion de la cité. Sinon, si c'est entre nous, les anciens, eh bien, on risque d'être sclérosés, et puis bon, le monde risque, je veux dire... Le développement risque d'être bloqué. D'accord, c'est bien noté, Maître Koyeis Ofoumou. D'ailleurs, on vous garde avec nous pour la deuxième partie de cette émission. Nous sommes mercredi pour l'After Talk. On aura l'occasion de parler de votre vision et des projets que vous proposez. Et toujours pour l'After Talk, nous sommes avec notre invité, Maître Koyeis Ofoumou. Merci, Maître. Nous avons changé de décor. Et en même temps, nous a rejoint Israël Guébo, comme tous les mercredis. Bonsoir, Israël. Bonsoir, Brice. Bonsoir, Maître. Maître, pour cet After Talk, on a des questions, je vous le disais tout à l'heure, autour de votre vision. Alors, on va un tout petit peu parler à propos de cette vision. Vous n'appartenez à aucun, vous disiez, vous étiez un tout petit peu proche du PDCI. Je suis du PDCI. Vous êtes du PDCI. Bah, on ne nous a pas vus dans de grandes batailles, on ne vous a pas vu très présente au niveau de l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Pensez-vous que c'est un handicap ou c'est peut-être un avantage parce que vous êtes un tout petit peu neutre? Disons que je disais que je suis du PDCI, d'accord, mais ma candidature est indépendante, véritablement indépendante, parce que pour être candidate d'un parti politique, il faut aller à la convention de ce parti politique et être élu s'il y a plusieurs candidats et puis se conformer à l'idéologie de ce parti.
Et là, j'ai voulu d'une candidature indépendante pour la simple raison que je me suis dit qu'à partir de tout ce que le pays a vécu, on a besoin tous de se rassembler. Même dans mon projet de société, je pense à une tripolarisation du paysage politique. Et cela veut dire simplement que pour cette candidature, que vous soyez du PDCI, du RDR, du PIT, du MFA ou autre, vous êtes les bienvenus pour soutenir cette candidature. Parce que c'est une candidature qui survit, j'allais dire, qui veille à ce qu'on puisse avoir la culture de la paix, de la réconciliation dans ce pays. Avec le PDCI, vous partez en rang dispersé. Le PDCI a son candidat, vous êtes aujourd'hui candidate indépendante, bien que vous réclamant de cette famille politique-là. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec le parti? Les rapports, pardon? Avec le parti. Avec le parti? Le PDCI. Ben, je n'ai pas de problème avec le parti. Sauf que je suis candidate indépendante. Françoise Kodji-Sofoumou, je vous entendais parler tout à l'heure de réconciliation nationale. C'est une thématique qui vous est chère. Je rappelle que vous avez travaillé à la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes. Et en 2001, vous avez été membre du directoire du Forum pour la réconciliation nationale avec le feu Seydou Limane Diarra. Quand vous observez l'ambiance sociopolitique aujourd'hui, êtes-vous satisfait du travail qui a été fait dans les différentes structures dans lesquelles vous avez travaillé et pourquoi? Ben, je pense que ces structures ont travaillé et ont respecté les ordonnances qui les ont mises en place. Et je veux dire par là que le Forum pour la réconciliation nationale, avec son Excellence Seydou Limane Diarra, paix à son âme, ce forum-là a été un forum au cours duquel, pendant les 2 mois de tenue de ce forum, les Ivoiriens ont pu s'exprimer. Ce forum n'a pas empêché les événements de 2002, de 2010, de 2011. C'est exact. N'empêche que, vous savez, l'homme est ce qu'il est. Il y a ce qui est prévu et les efforts fournis. Mais je vous dis que pour rechercher la paix, il faut que le cœur de chacun de nous puisse s'y mettre. Israël. Si la paix ne vient pas du cœur de chaque Ivoirien, de chaque Ivoirienne, mais il est évident qu'on ne pourra jamais arriver à la paix. Et la justice dans tout ça? Parce que, alors, aujourd'hui, après les événements de 2011, certaines personnes ont été poursuivies, condamnées, parfois acquittés, parfois graciés, d'autres sont en exil, d'autres sont encore sous des mandats de poursuite. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, la réconciliation passe aussi par une justice pour tous? Et je m'explique, c'est-à-dire est-ce que ceux qui n'ont pas été visés par la justice doivent être quand même poursuivis, ou alors est-ce qu'il faut gracier tout le monde? Au nom d'une réconciliation Moi, je pense que il faut certainement une amnistie, par exemple, qui permettent aux uns aux autres de se retrouver, de revenir dans le pays. Je veux dire par là que certains pensent que ceux qui sont détenus sont des détenus politiques. D'autres vont vous dire que ce sont des détenus de droit commun. Et en voulant joindre les 2 bouts, vous êtes obligé de faire asseoir l'ensemble de ces acteurs. Il y a un 3e bout, ceux qui disent que d'autres personnes n'ont pas été poursuivies. Voilà. Par exemple. Voilà. Et moi, je pense qu'il faut faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver pour pouvoir discuter ensemble. Et finalement, prendre une loi d'amnistie, notamment, pour pouvoir permettre à chacun de se retrouver
ne plus avoir peur. Parce que le fait de dire, par exemple, vous avez dit qu'il y avait des gens qui étaient exilés. Si ces personnes refusent de venir, c'est parce qu'elles pensent que si elles arrivent, elles seront arrêtées. Est-ce que vous voyez? Oui. Et si ces personnes sont arrêtées, naturellement, ce sera toujours la spirale de la violence. Il y a la rancœur des uns et des autres qui s'expriment. Ouais. Et c'était une pensée du président Houphouët-Boigny qui disait que mieux vaut commencer par gérer les problèmes en s'asseyant autour d'une table pour négocier. Vous parliez vous finissez? Oui, au lieu de commencer par la force. Mais justement, vous parliez de ceux qui sont en exil, de ceux qu'on accuse, mais des victimes, parce que vous avez travaillé au niveau de votre commission. Il y a également cette voix des victimes-là qui souvent réclament justice. Oui, mais la justice que réclament les victimes, c'est que ces victimes soient dédommagées. Et que, par exemple, ceux que ces victimes considèrent comme leurs bourreaux, puissent leur dire: on reconnaît vous avoir fait du tort et qu'on vous demande pardon. Ne serait-ce que ça. Ou de voir aussi les victimes payer pour leurs crimes, par exemple. Les victimes? Ou de voir aussi, les bourreaux payer pour leurs crimes. Payer pour leurs crimes, c'est-à-dire que si ces bourreaux puissent aider l'État, parce que c'est l'État qui doit rembourser, je veux dire, l'État qui doit dédommager les victimes, les différentes victimes. Si l'État dédommage ces victimes, ben, les victimes elles n'ont plus d'intérêt. Elles n'ont plus d'intérêt, je veux dire. Est-ce que vous pensez que ce qu'attendent ces victimes-là, c'est uniquement du dédommagement? Parce que là, on parle de choses matérielles. Je pense que ce qu'elles attendent, de mon point de vue, ça va un peu plus loin que ça. Si quelqu'un a été assassiné, il attend quand même que celui qui a fait cela soit condamné, puni par la loi. Non? Pas forcément. Pas forcément, parce que nous avons eu l'avantage d'entendre des victimes. Et séance tenante, ces victimes nous ont dit, quand on leur avait posé la question de savoir si elles pardonneraient à ces personnes, à leurs bourreaux, si elles les revoyaient. Et elles n'ont pas hésité, nombreuses d'entre elles n'ont pas hésité à nous dire, bon, on va laisser tomber. D'accord. Maître Kodji Sofoumou, vous parliez d'une CEI technique. On en parlait tout à l'heure au cours de l'émission. Cette CEI-là, elle n'est peut-être pas technique. Est-ce qu'elle vous rassure en l'état? La CEI actuelle, est-ce qu'elle vous rassure? La CEI actuelle, il a été dit que les commissions locales n'étaient pas composées de personnalités de la société civile. Et je me dis que pour rassurer les électeurs, les candidats, il faudrait que, par exemple, il y ait la présence de la société civile au sein de ces CEI. Et j'ai même ajouté que la société civile n'est pas forcément, je veux dire, quelque chose de neutre. Parce qu'une véritable société civile, c'est une structure qui n'est ni contre l'État, ni pour l'État. C'est quelque chose, je veux dire que c'est un organe qui doit être un contre-pouvoir sans être contre le pouvoir. De sorte que dans les réflexions, dans l'agir des membres de la société civile, on doit sentir qu'il y a une certaine impartialité. D'accord, c'est bien noté. Israël? Oui, on ne vous a pas beaucoup vu et entendu sur des sujets qui touchent le quotidien des Ivoiriens, la Constitution, les sujets de santé, d'éducation, des inondations. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur d'être perçu comme une nouvelle venue ou d'une inconnue par des électeurs en 2020? Oh, non, parce que je sais ce que j'ai fait, ce que j'ai apporté à l'État de Côte d'Ivoire et dans tous les domaines. De sorte que les personnes qui
qui prétendent que je suis une nouvelle venue, ces personnes vont rapidement déchanter. Parce que c'est depuis les années 82 que j'ai commencé, après l'école de magistrature, quand je suis revenue, que je m'étais retrouvée au ministère de la Condition féminine avec Mme Jeanne Gervais. C'était la première femme ministre. Et à l'issue d'un conseil des ministres, Mme Jeanne Gervais avait été remerciée, à son âme aussi. Elle avait été remerciée et on est resté travailler au ministère de 83 jusqu'en 86, sans ministre. Et qu'est-ce que vous avez apporté? Les activités étaient sous la supervision du ministre Yaya Ouattara, qui était le ministre des Affaires sociales. Et quant au terme de ces 3 ans, le président Houphouët a voulu mettre en place, a voulu nommer une femme ministre pour être à la tête de ce département. Mais j'ai eu l'avantage d'avoir été consultée par le ministre d'État, Camille Ali. Et c'est dans cette consultation que moi j'avais proposé Mme Hortense Akangui, paix à son âme aussi. Lorsqu'on regarde votre parcours, votre CV, je vais dire, il est flamboyant, on n'a rien à dire. Par contre, et je reprécise ma question, c'est que sur quelle base aujourd'hui, tous les jeunes qui nous regardent en ce moment, quel est le critère, quelle est l'idée, quel est le fait, qu'est-ce que vous avez fait qui les pousserait, qui les inciterait à voter pour vous? J'ai fait beaucoup de choses, comme je l'ai dit. Par exemple, donne-moi un seul exemple. Mike a dit d'être concise et d'être brève dans les interventions. Sinon, on passerait toute la journée. D'accord. Mais citez-nous quelques-uns. On vous permet de nous citer quelques-unes des actions concrètes et fortes que vous avez menées. Je pourrais vous dire ce soir que j'ai contribué à remettre en place, je veux dire, à maintenir le ministère de la Condition féminine. Le ministère de la Condition féminine qui a changé de dénomination depuis 83, 86 jusqu'à maintenant. C'est tantôt ministère de la Condition féminine, ministère de la Promotion de la femme, ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, et puis on est passé à ministère de la Solidarité, etc., etc. Ça a eu des impacts sur les femmes? Ça a eu des impacts sur les femmes. Lesquels? Parce que le problème est que c'est au sein de ce ministère que moi, je participais en tant qu'envoyé, j'allais dire, de la structure, du directeur de cabinet, etc., au ministère de la Justice, pour participer à la réforme législative. C'est au sein de ce ministère que je participais à tout ce qui se passait au niveau de la lutte anti-drogue, au niveau du CILAD. C'est au sein de ce ministère que je participais aux travaux de ACP, etc., etc. Si le ministère de la Femme, il y a eu beaucoup de changements, mais ça c'est vous, à votre niveau, mais au niveau des femmes, qu'est-ce que ça a apporté de nouveau, qu'est-ce que ça a apporté de plus, la condition de la femme en Côte d'Ivoire, par exemple? La condition de la femme, c'est que pendant ces 3 années-là, j'ai eu l'avantage d'écrire le premier livre sur les droits de la femme en Côte d'Ivoire. Et ces droits de la femme en Côte d'Ivoire ont donné beaucoup de... j'allais dire beaucoup de recommandations, beaucoup de suggestions sur les améliorations à apporter au processus, au système juridique. Vous allez voir que dans cet ouvrage, les recommandations qui étaient faites nous ont permis de nous présenter à Beijing, à Pékin, en 1995. Et à Pékin, j'allais dire que c'était le boom. C'est au lendemain de la proclamation de l'année internationale de la femme, après Mexico, après Copenhague, après Nairobi, on est allé à Pékin. Et quand on est allé à Pékin, il s'est avéré que la législation a fait un boom. D'accord. Et cela, c'était notre contribution, bien sûr, mais ça a eu un impact sur la vie des femmes. Ça a eu un impact sur la vie des femmes. Et vous allez constater que dans l'évolution, dans
la suite des choses, la Côte d'Ivoire a été l'un des premiers pays à adopter la loi qui punit l'excision. D'accord. C'est vrai, peut-être on aurait bien aimé, sur la question d'Israël Guébo, vous laisser dérouler l'ensemble des actions. Mais justement, j'ose en donner l'occasion. Aujourd'hui, si on vous demandait, face aux téléspectateurs, face aux Ivoiriens, de nous citer 3 points, ne serait-ce que 3 points forts qui feraient de vous la candidate idéale, la personne à accepter, à suivre pour cette élection. 3 points forts. 3 points forts. J'avoue que j'ai comment on appelle ça, du mal à déceler ces 3 points, mais je pense notamment à la prise de la loi sur l'excision. Quand je pense qu'il a fallu convaincre tous les députés à l'Assemblée nationale pour leur faire admettre qu'il fallait absolument prendre une loi pour punir l'excision. Premier point. Et quand je pense aussi à tout ce combat que nous avons eu à mener dans les années 2010 pour, sortir ce pays de la guerre, parce que le cessez-le-feu qui a eu lieu du 3 au 4 avril 2011, c'était de notre fait. Et le processus est long. D'accord. Puis, un autre point que je pourrais souligner, c'est notamment la prise de loi qui a permis de faire en sorte que le veuf puisse obtenir la pension de réversion de son épouse prédécédée, son épouse travailleur du secteur privé prédécédé. D'accord. Bon, vous m'avez dit 3 points. Je pense que... Je vous cite en ces termes. Je suis candidate au présidentiel parce que nous devons procéder ensemble à la transformation sociopolitique, culturelle, économique et juridique dans notre pays, la Côte d'Ivoire, afin d'apporter le changement qui change pour sauver le pays. Le changement qui change. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept? Il renferme quoi en réalité? Ce concept renferme, tout mon projet de société en fait. Pourquoi le changement qui change? Parce que vous voyez, le changement c'est quelque chose de dynamique. Le changement n'est pas statique. Et vous allez prendre tous les projets de société de tous les candidats depuis des années. Chacun vous dit, je vais apporter le changement. Et moi, j'ai constaté que ce changement qui est apporté, que les uns et les autres ont apporté à ce pays, ce changement est demeuré statique. C'est un peu comme si vous dites, je ne veux plus de cette tasse. Je ne veux plus de tasse. Et puis vous prenez cette tasse, vous la remplacez par l'autre. Vous voyez comment ça se passe? C'est un changement qui est statique. Parce qu'en fait, les mêmes tasses sont là. Vous voyez? Et là, il faut procéder à une transformation de la philosophie même de la gouvernance. Je dis cela parce que si avec l'aide de Dieu nous venons au pouvoir, vous allez constater qu'on aura 50% de femmes ministres, 50% d'hommes ministres. Et ça, je suis formelle dessus. Et je me dis que pour en arriver là, il faut institutionnaliser la parité en comptant avec le quota qui est réservé aux jeunes. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit nous les anciens seulement qui soyons là à gouverner. Il y a des jeunes qui ont de bonnes idées et je me dis quelque part aussi que on a pour habitude d'accéder au pouvoir soit par la violence ou bien par l'argent. Et moi, je vous dis qu'on peut accéder au pouvoir par le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-agir et le savoir-juger. On a besoin
de cette nouvelle philosophie de la gouvernance pour qu'on puisse de manière inclusive apporter le vrai développement à ce pays et pour aboutir à la vraie paix. Je dis la vraie paix parce qu'il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire semblant de dire que bon, on est d'accord, on se parle, on s'aime bien, etc. Vous parlez de gouvernance et de bonne gouvernance. Oui. Ça implique également que nous ne soyons pas un pays qui traîne la corruption. Aujourd'hui, quand vous regardez les classements de la Côte d'Ivoire, on est 106e sur 180 selon Transparency International. C'est honteux. Vous, qu'est-ce que vous allez faire pour que, justement, on puisse éradiquer la corruption en Côte d'Ivoire? Ben, je ne vais pas vous déballer mes stratégies, mais seulement, je suis... oui, vous êtes d'accord pour que la lutte contre la corruption... Oui, la corruption va être réduite. Je ne dis pas éliminée entièrement, parce qu'il faut commencer quelque part. Oui. Il faut faire en sorte que... Il y en a trop à dire. Il y a trop à dire sur la corruption. Okay. Ce sera le premier pilier même du combat au niveau de la justice, au niveau de l'administration. La lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption. C'est bien noté, maître. En une phrase, votre offre politique aux Ivoiriens, en une phrase, quelle serait-elle? Ben, ce sera la paix, l'unité, le progrès. Et cela, on passera par le changement qui change. Parce que sans passer par la procédure du changement qui change, on ne peut rien obtenir. C'est une phrase avec beaucoup de virgules. Maître Ofumu Kodis, oui, Israël Guéboua, la dernière question pour procéder. Alors, rapidement, Israël, oui. Des alliances se dessinent aujourd'hui, on le voit partout. Est-ce que vous rejoindrez une des alliances ou alors est-ce que vous irez seul parce que vous serez convaincu de votre capacité à rassembler des millions d'électeurs? Ben, des alliances, bon, moi je dis que je suis ouverte. Je suis ouverte à toute position positive pour apporter la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Je suis ouverte parce que tout dépend des stratégies mises en œuvre dans cette alliance-là pour pouvoir aboutir à la paix. Parce qu'il ne peut pas avoir de développement si nous n'avons pas la paix. Et c'est pourquoi je me dis que je suis en mesure de rassembler tous les Ivoiriens. Parce que tous ceux qui sont à gauche ou à droite, on se connaît. On se connaît en détail. Et c'est pourquoi je dis que je maintiens ma candidature et puis j'espère pouvoir compter sur tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, tous ceux qui veulent le bien de la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci maître. On vous aurait écouté longtemps. Hein. On a pris beaucoup de plaisir à vous recevoir ce soir pour notre rendez-vous de l'After Talk et du Talk. On vous remercie d'avoir été avec nous. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous demain sur ce même plateau. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et que Dieu vous garde. Cha